Salut, bienvenue sur ATV Guyane de Dom Lac Ezot. Modouvon, Tipano, Guatemala. Mais je vous rassure, je prends tout de suite la direction de Kourou pour vous. Salut, je suis au pied de la montagne des Pères où se trouvent les radars de télémesure. Mais nous pas là pour parler radar là. Nous prenons tout de suite la direction du centre archéologique des Amérindiens de Kourou pour parler justement archéologie avec Madame Valo. A tout de suite. Salut, moi bien arrivé puisque je suis au centre archéologique d'art amérindien de Kourou. Ouf, c'était difficile à dire mais je l'ai dit. Aujourd'hui nous allons parler d'art rupestre alpine et notre guide sera Madame Bérénice Bajot. A tout de suite avec elle. Bonjour. Bérénice Bajot, bonjour. Bonjour, bienvenue au centre d'archéologie amérindienne de Kourou. Il est long, hein? Oui, je sais. Alors, je peux t'appeler Bérénice, moi c'est Dom. Enchanté. Voilà, Dom Lac Ezot, Dom Lac et tout le monde, on est dans la proximité. Alors Bérénice, c'est quoi ton rôle ici? Alors, je suis assistante de conservation du patrimoine au centre d'archéologie amérindienne de Kourou. Ce qui veut dire qu'en fait, je suis responsable du site. Donc, c'est moi qui vais organiser les expositions, organiser les journées événements, type journée du patrimoine, nuit des musées, rendez-vous au jardin, etc. Donc, je dois faire vivre vraiment ce site et y attirer du visiteur. Alors aujourd'hui, l'expo, c'est l'art rupestre alpine en Guyane. Alors, effectivement, pour changer un petit peu de l'art rupestre guyanais, nous avons fait venir une exposition intitulée Roche de mémoire 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes, qui est de l'artiste Emmanuel Breteau, et donc qui est composée d'une 60aine de clichés en noir et blanc de gravures des Alpes, donc autant françaises, italiennes que suisses. Alors moi, ce que je vais faire, je te proposerai de faire la même chose, mais avec la montagne des Pères dans les Alpes. Ce sera possible, ça? On peut faire un partenariat, tout à fait. Faisons venir la montagne des Pères jusque dans les Alpes, ils sont très contents. Alors, comme dirait l'autre, assez parlé, tout de suite la visite. Alors, Bérénice, pourquoi avoir choisi l'art rupestre alpine? Alors, l'art rupestre, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans le monde entier. Chaque culture ancienne va s'adonner à la gravure sur les roches ou sur d'autres matériaux. Et donc, ce qui me semblait intéressant, c'était vraiment d'ouvrir le discours. Effectivement, on a beaucoup de sites d'art rupestre actuellement en Guyane, qui sont malheureusement assez peu connus. Alors, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que la plupart des clichés ont été pris de nuit, puisque la plupart des gravures n'apparaissent pas de jour, donc avec la lumière naturelle. Et donc pour faire apparaître certaines gravures, le photographe est donc venu de nuit et a joué avec les éclairages artificiels afin de créer des ombres. Et donc grâce à ces ombres vont apparaître toutes les formes qu'on voit. Un guerrier, des sandales, une hutte, des animaux comme des chevaux. Alors, est-ce que par rapport à ce que vous avez découvert dans les Alpes, on peut comparer avec la Guyane au niveau datation en tout cas? Alors, ces sites ici sont datés jusqu'à moins 5000 ans. Le souci de l'art rupestre en Guyane, c'est qu'on peut difficilement le dater, puisqu'on ne peut pas dater la gravure. Donc les seuls éléments qu'on va pouvoir dater, c'est par exemple la céramique qu'on va trouver dans les abords proches. Or, cette céramique n'est pas forcément reliée directement à la gravure. Donc c'est toujours sujet à caution. D'accord. Et d'après vous, ça va porter quoi ces échanges-là? Cet échange, c'est juste une ouverture d'esprit.
C'est montrer que par exemple des cupules, on en a sur le site des roches gravées de la Carapa, donc les cupules sont ces petits trous martelés, et qu'on peut en avoir aussi ici, enfin, dans cette exposition, sur un site dans les Alpes. Et la plupart des dessins qu'on voit, ça représente quoi ici? Là, je vois des animaux. Là, il me semble que je vois un bonhomme, là, non? Oui. On a tout le panel de ce qui environnait la vie quotidienne des hommes de cette époque. Donc effectivement, les animaux avec la chasse, mais aussi des scènes de charrues. On a des éléments un peu plus mystiques, comme cette rose caminienne. On a des palettes, des empreintes de pieds, vraiment tout ce qui entourait. Bah, c'est un chasseur, là. Voilà, mais il faisait la guerre aussi à l'époque. Je suppose, oui. C'est un guerrier, c'est un chasseur, parce qu'il a un bouclier devant mais lui. il a un écu et une lance, donc effectivement, il est prêt à partir à la guerre. Et est-ce qu'on retrouve, je veux dire, des similitudes en matière de dessin avec ceux qu'on découvre en Guyane? Alors, sur cette exposition, non, pas vraiment. Les hommes sont quand même assez différents de ce qu'on peut trouver en Guyane. Donc, par exemple, vous allez voir, les personnages sont vraiment très mouchetés, on va appeler ça du piquetage, où vraiment ils sont creusés en creux, ce qui n'est pas vraiment le cas ici en Guyane. C'est quelle technique, on va dire, là? On Alors, chez nous, le mouchetage, c'est juste qu'il a pris un caillou un peu pointu et qu'il a martelé avec ce caillou pointu, et du coup ça fait plein de petits trous. D'accord. Ouais. Alors qu'ici on va plutôt avoir des incisions, donc il a pris un outil pointu, comme une pierre pointue, et il a fait des traits, il a incisé, il a creusé la roche. Alors c'est ce que je te propose, on va continuer la visite. Allons-y. Alors ici, c'est la deuxième salle, c'est les scènes de vie, je veux dire, de chez nous et des objets de chez nous. Qu'est-ce qu'on y trouve ici? Ils viennent d'où ces objets? De quelle région de la Guyane en tout cas? Alors, ici ça vient un peu de partout. Par exemple, vous avez des moulages d'objets trouvés lors d'interventions de fouilles en Guyane, notamment à Petit-Saut par exemple. Et en fait, ici on est vraiment dans la salle d'exposition permanente. Donc c'est l'exposition qui est consacrée à l'archéologie précolombienne, donc d'où sont venus les premiers habitants de la Guyane, quels étaient leurs modes de vie, donc avec l'habitat, la poterie, l'artisanat, ce genre de choses. Et vous avez ensuite toute une présentation de l'art rupestre guyanais, avec une présentation de différents sites qu'on a trouvés, qu'on a découverts en Guyane. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein, il y a d'autres sites qui existent, qui n'ont pas encore été mis au jour. Et donc c'est vraiment pour permettre aux visiteurs de découvrir tout ce patrimoine assez phénoménal qui existe en Guyane. Et comment estimez-vous l'importance des musées, l'importance de ce genre d'expo? C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, c'est quelque chose qui va porter, je veux dire, un intérêt pour les gens? Alors, les musées, ça retrace le patrimoine, ça retrace la culture, et ça, toutes les populations ont besoin de s'appuyer sur leur histoire pour pouvoir évoluer. Et donc c'est un élément indispensable dans toute culture, dans toute ville, effectivement, que les jeunes se réapproprient le patrimoine, qu'ils comprennent l'importance et qu'ils en soient fiers justement, et qu'ils puissent le préserver en y étant sensibilisés. Et donc c'est vraiment le but de ce musée, comme des autres musées qui existent en Guyane, c'est vraiment sensibiliser et valoriser le patrimoine afin que les populations guyanaises se l'approprient, en soient fiers, et puissent le transmettre également. Alors tout à l'heure on disait qu'on n'arrivait pas à dater les gravures, mais est-ce que les poteries on arrive à les dater? Les poteries peuvent être datées justement puisqu'elles ont été brûlées à un moment donné, et donc grâce à une étude radiocarbone, on peut dater à peu près l'âge de création de cette poterie. Et la plus vieille poterie date de quel âge à peu près ici? Elles ont à peu près entre 6 000 et 5 000 ans. Ah quand même! Donc on a un vieux continent la Guyane. On est un vieux continent. Une vieille civilisation aussi. Une vieille civilisation. Très riche. Après, le problème, c'est qu'on est basé sur la poterie. Et tout ce qui, par exemple, va être en bois ou en os, qui est un matériau biodégradable, ici, va être grignoté très rapidement par le sol du plateau des Guyanes, enfin du plateau, qui est très très acide. Et donc, tous ces éléments qui peuvent être encore plus anciens ne nous reviennent pas puisqu'ils ont été détruits par le sol. Donc, les premiers éléments de datation qu'on va avoir, ça va être grâce aux poteries. D'accord. Alors, Bérénice, comment s'organise une fouille? Ah C'est une grosse question. Alors, il y a différents types de fouilles. Vous avez par exemple les fouilles préventives. Donc, suite à une demande de chantier de construction, le dossier va atterrir sur le bureau des archéologues de la Direction des affaires culturelles
qui va lancer un appel d'offres pour faire des fouilles d'urgence. C'est-à-dire, avant que le chantier se mette en place, les archéologues vont venir sur le site et voir s'il n'y a pas des artefacts, des vestiges. Donc si je construisais ma maison, mon immeuble, ça y est, travaux arrêtés, quoi. A priori, les archéologues vont venir pour voir. Après, ça dépend beaucoup des sites. Il y a des sites où on sait qu'on ne va rien retrouver, d'autres où on sait qu'a priori, il y avait beaucoup d'habitat dans cet endroit et donc les archéologues vont plus facilement venir dans cette zone. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux gens quand ils tombent sur des sites ou sur des objets? Si vous tombez sur un site, surtout ne creusez pas. Voilà, ça c'est important. Ne creusez pas. Appelez plutôt la direction des affaires culturelles qui est basée à Cayenne au niveau du Vieux-Port et faites-leur part justement de cette découverte. Quel est le type d'objet que vous avez trouvé, où vous l'avez trouvé et surtout ne fouillez pas. Puisque si vous fouillez, vous allez détruire les différentes strates d'objets et la datation ne sera plus forcément possible. Et d'après toi, toujours pour nos téléspectateurs, pourquoi le patrimoine est-il si important? Parce que, comme l'ont dit certains, celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Et donc, avoir connaissance de son passé et pouvoir l'utiliser et le mettre en valeur, c'est une richesse incommensurable pour les populations contemporaines. Donc c'est quelque chose que je répète souvent, c'est très important de connaître le passé pour savoir où on va et surtout pour ne pas commettre les mêmes conneries parce que souvent l'homme, on a tendance à recommencer les mêmes choses, n'est-ce pas? Donc si on connaît très bien notre passé, on se dit tiens, à l'époque, il était déjà fait ça, donc nous ne pouvons que recommencer. Donc à continuer. Bérénice, est-ce que d'après toi, il y a suffisamment de personnes qui s'intéressent justement au musée, à l'archéologie, par rapport aux visites que tu as ici? Alors j'ai de plus en plus de visiteurs sur le centre d'archéologie amérindienne de Kourou. J'ai aussi de nombreuses classes qui viennent et qui sont très intéressées justement pour faire connaître à leurs élèves les roches gravées, l'art rupestre en tout cas de Guyane. Donc oui, ça commence à se faire connaître, ça commence à monter et les gens sont très intéressés pour mieux connaître ce patrimoine. Alors, mon télévinis à Pouzot, parce que tout simplement, je pense que l'histoire de ce musée ainsi que le roches gravées, ça fait partie de notre patrimoine aussi. Il ne faut pas oublier que la Guyane, un pays qui est mélangé, il n'y a pas de Tchémoun. Et comme je vous le rappelle, je pense que, à mon sens, c'est vraiment important qu'on se réaccapare certaines choses, qu'on ne laisse pas l'histoire filer comme ça devant nous. Il faut qu'on soit dans l'histoire. Donc, pour être dans l'histoire, il faut aller dans les musées, il faut aller dans les centres archéologiques, il faut aller dans des endroits comme ça. Non seulement ça nous permet de nous enrichir, ça nous permet de connaître notre passé comme ça, le chemin sera mieux tracé pour l'avenir. Boum, Raphaël Philosophie Jodla. Messieurs et dames, bonne soirée chez vous. Restez sur ATV en compagnie de nos futures émissions. À bientôt, ciao. Salut, bienvenue sur ATV Guyane de Dom-Lac-Ézot. Je suis devant les roches gravées de la route des plages, mais aujourd'hui nous allons en direction de Balata. Trop souvent, nous parlons de Balata pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, nous y allons pour vous pour de très bonnes raisons. A tout de suite à Balata. Ça y est, je suis arrivé dans le quartier de Balata, mais j'y suis pour de bonnes raisons, car aujourd'hui nous sommes au lycée Balata, où avec monsieur Pascal Golitin, nous allons vous faire vivre cette journée porte ouverte. A tout de suite. Alors Pascal, il y a combien de métiers, combien de formations que vous avez ici? Alors nous proposons 10 classes de CAP différentes. D'accord. Et donc CAP, ça serait l'aptitude professionnelle et 6 bacs pro. 6 bacs pro. Voilà, bacs professionnels qui remplacent les BEP, donc c'est maintenant sa nouvelle appellation, les bacs professionnels. Donc nous allons arriver ici dans l'atelier numéro 1. D'accord. Donc où on va retrouver les sections peinture, finition et menuiserie aluminium. D'accord.
Pascal, Oui. si il y a qu'à mettre un qui plate, comme tu me dis, des plaquistes, etc., pour faire les séparations, les maçons vont disparaître. Non, les maçons ne vont pas disparaître parce que les maçons vont s'occuper de la structure extérieure, donc le montage des parements d'agglo à l'extérieur et les murs porteurs. Regardez comment c'est magnifique ça. Ce sont des élèves qui font ça aussi? Tout a été fait par les élèves. La structure a été faite, tout simplement, la structure a été faite par les élèves de CAP maçon, cette structure-là. Et après, la déco, ce sont les élèves de peinture applicateur de revêtement, les élèves de bac pro aménagement finition du bâtiment qui ont fait la déco de la pièce. Beau slogan. Voilà. Ce sont les élèves qui l'ont écrit? Les élèves, c'est l'initiative des élèves pour prouver leur implication dans les métiers et ce qu'ils comptent faire, effectivement, Balata. Et qu'est-ce qu'on entend par revêtement aussi, Pascal? Alors, est-ce que c'est du papier peint, la peinture? Voilà, donc revêtement, donc, comme tu peux le voir ici c'est du papier peint. C'est vrai qu'en Guyane, on met peu de papier peint vu le taux d'humidité, mais bon, ça commence à venir, on a de très bons produits. Ici, c'est de l'enduisage. C'est un enduit et ils ont mis de la peinture et puis avec une éponge, donc ils ont fait cet effet décoration. Ça a été fait avec de l'enduit également, d'accord, avec des baguettes en bois pour des moulures, donc de l'enduit. Tout ça, c'est de l'enduit et puis donc. C'est des vrais tableaux, ça. Tout à fait, comme tu peux le constater, comme les auditeurs pourront le voir également. C'est du bon travail réalisé par nos élèves. Pascal, tu nous emmènes où maintenant? Maintenant, après la section peinture finition, on va voir la section menuiserie aluminium. Ok, on y va. Allez, va. Ici, donc, nous arrivons à l'atelier menuiserie aluminium. Un atelier, c'est un biatelier. Pas mal parce qu'ils ont besoin de place. Et là, on retrouve le CAP Cobalu, construction d'ouvrages en aluminium et verre matériaux de synthèse. Et le bac pro, ouvrage bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse également. Ouais. Donc là, ce sont les plans de travail sur lesquels les élèves après font les assemblages. Donc, moi, il est fier, les gars, parce que oui, tout à fait. C'est le cas parce que quand ils passent, oui, j'ai travaillé. Même moi, tout le temps, je le dis, c'est plus représentatif pour un élève quand il passe avec ses parents. Cette maison-là, j'ai fait la menuiserie aluminium, j'ai fait la peinture, j'ai fait la clôture. C'est plus valorisant pour l'élève parce que quand on travaille dans les ateliers, c'est vrai qu'on fait des travaux, mais après, on a une pédagogie à respecter. Donc, on efface, on casse et on passe à autre chose. Tandis que là, c'est quelque chose qui reste. Ça reste quoi? Ça reste, ouais. Ouais, franchement, on va continuer la visite, mais le lycée, il est magnifique. Ne pas t'égérer en dedans, mais c'est vraiment. C'est impeccable. On a un bel outil. On a un bel outil, ouais. Bel outil. Voilà. Je crois même qu'il s'allie à une des plus belles liédies de France. C'est ce qu'on a dit. Au niveau des normes environnementales. Voilà, de la superficie. Non, il faut qu'on soit fiers. Oui, je suis fier. Ça fait 10 ans que le lycée a ouvert et c'est vrai que là, on a atteint notre rythme de croisière. Ça tourne bien. D'accord. Alors, tu vas nous emmener dans quel atelier cette fois-ci? Maintenant, on va passer à l'atelier numéro 2. Donc, l'atelier 2 où on trouve la section carrelage mosaïque et la section plomberie, installation sanitaire. Donc, on part pour l'atelier numéro 2. D'accord. On y va. Alors, on arrive à l'atelier numéro 2, donc, où on retrouve donc, le CAP carrelage mosaïque. Ces ateliers sont divisés en deux parties, donc on retrouve deux sections différentes dans ces ateliers. Donc, l'atelier 1, c'était finition et alu, l'atelier 2, c'est carrelage et plomberie. Pascal, ils ont essayé de faire quoi là? Un tableau en C'est pas un Picasso. C'est pas Picasso. Mais c'est la présentation des différents types de tuyaux qui sont utilisés en plomberie. Jeune, c'est un balata. Si tu veux, si tu veux, nous sommes dans l'abstrait, donc oui, ça peut être un balata, oui. Donc tu vois les différents types de tuyaux, tuyaux cuves, les différents diamètres, les tuyaux d'évacuation là un peu plus bas, PVC, ouais. Voilà, les tuyaux en acier. Ils sont vraiment dans des conditions de travail réelles, hein. Parce que là, moi, attends, je vais toucher. Vas-y, tu peux. Un vrai mur là. C'est un vrai mur. Pour qu'ils puissent percer leurs tuyaux. Ouais. Pour mettre les colliers, pour mettre les colliers, pour mettre les rosaces. Voilà.
Donc un exercice avec la rosace, le collier, ici la vanne. Et tu vois, donc on a lié, voilà. Donc c'est vraiment un exercice condition réelle. Pascal, je vois qu'il y a un gros chauffe-eau solaire là. Ah bah, Ça fait partie de la plomberie, tout ce qui est solaire et tout? Oui, tout à fait, ça fait partie de la plomberie. Et là, nos élèves doivent apprendre également, parce que maintenant, on est dans tout ce qui est développement durable, écologie. On n'a pratiquement plus de chauffe-eau électrique dans les nouvelles constructions, c'est du solaire. Donc là, on est en train de mettre en place une plateforme de pose de chauffe-eau solaire. Donc c'est un chauffe-eau solaire qui nous a été livré. La plateforme, je le montrerai tout à l'heure, elle est à l'extérieur, sur laquelle on va faire un site où les élèves apprendront l'installation du chauffe-eau solaire, parce que maintenant, de plus en plus, surtout dans les nouvelles constructions, c'est chauffe-eau solaire. Pascal, mon père me arrive en bout que je suis déjà impressionné. Ce sont les élèves qui ont fait ça là? Ce sont les élèves qui ont fait ça pour égayer leur atelier. Donc voilà, pourquoi on parle de mosaïque? Voilà, c'est ça, c'est la mosaïque, c'est des carreaux qu'on casse et qu'on reconstitue des formes. Voilà, donc différents types de mosaïques et de poses de carrelage. Là, au lieu d'avoir la pose traditionnelle, là tu as la pose légèrement en biseauté. Là, une mosaïque. Voilà. Ah, ça c'est magnifique. Ça réalisé par les élèves. Donc, en mosaïque. Donc, plusieurs différents coloris de carreaux cassés puis reconstitués. Il y a des concours entre eux, il y a une espèce de petite émulation oui, et tout. Oui, des fois, oui. Lequel sera le meilleur, qui aura la meilleure note, dont l'exercice plaira le plus à tout le monde. Et puis je les trouve très inspirés pour faire ça. Nous formons des artistes, d'hommes. Des professionnels également, des artistes, sont des artistes, regarde ça. Ben, tu sais, j'aime bien le dire et moi toujours qu'à répéter ça. Ce genre de choses, tu vois, on imagine toujours que ça se fait qu'ailleurs, que c'est pas possible que ça se fasse chez nous. Et quand tu vois, je suis en train de visiter le lycée Balata où nous sommes en ce moment, depuis que j'ai commencé la visite, je suis tout bonnement impressionné par la qualité de ce que je vois. Donc à Payer, nous bien en Guyane, là, rassurez-moi, nous Matoury, là. Nous sommes en Guyane, nous sommes à Matoury. Et à nous, type qui a fait ça. Ce sont nos élèves qui font ça, nos enfants, c'est ça, c'est le fruit de leur travail, de leur imagination. Voilà. Mais c'est ces dames, pour qui ça, nous allons les chercher ailleurs, ça nous gagne, en nos côtés. On continue la visite? On rentre à l'atelier d'homme. Parce que si le monde est déjà habité. C'est magnifique, ça aussi c'est les élèves. Les élèves qui ont réalisé ça, ils ont fait le coffrage pour faire la table et après la mosaïque, leur inspiration. Donc ici tu vois un papillon, là tu as une autre forme de mosaïque, là-bas tu as un scorpion. Ouais. Même les pieds également qui sont faits en béton armé, donc c'est une table de jardin. Donc voilà, une fois que tu as mis ça dans ton jardin, le petit punch peut couler sans problème. Même le domino. Même le domino. Même le domino. Pascal, cet atelier qui a la taille de terrain de foot, est-ce que tu veux nous rappeler à quelle partie de la formation que c'est consacré? Alors ici on retrouve donc les classes de CAP, le CAP maçon, le CAP CBAB constructeur en béton armé du bâtiment et également le bac pro technicien bâtiment organisation réalisation du gros œuvre, le bac pro Tréborgo. Vous avez bien compris, ça sous-entend que s'il y a tous ces corps de métier, forcément quelque part vous êtes formé des architectes. Tout à fait. Mais le seul problème qu'il y a, on ne pourra pas vous montrer l'atelier parce que je de là, messieurs et dames, il y a en plein remise de bulletins. Mais dites-vous bien que métier du bâtiment, architecture est compris dedans, alors, dessin en bâtiment et tout. Voilà, donc on a le bac pro technicien études économie technicien du bâtiment études économie et on a ouvert ici aussi il y a 3 ans le bac pro technicien études du bâtiment assistant d'architecte. D'accord. Et nous avons également le bac pro géomètre topographe. Donc la boucle est bouclée quoi. Pratiquement. Pratiquement, on va dire ça. Nous avons l'essentiel de la construction d'une maison.
Là, c'est charpente à outrance. Voilà, donc ici nous arrivons dans l'atelier charpente bois. Ouais. Donc également donc un CAP. Donc là par contre c'est une demi-section également. Donc 14 élèves en première année et 14 élèves en terminale. Donc c'est vrai qu'après en fonction de la construction tu as différents types de charpente. Là ce sont des auvents de fenêtres également. Bon là ils sont ils sont relativement lourds, mais voilà, ce sont des appuis de fenêtres, des auvents de fenêtres. Donc voilà. D'accord. Ce sont des choses qui sont réalisées par les charpentiers. Donc, Okay, même ça a été réalisé par nos élèves à l'époque, à l'ouverture de l'établissement. D'accord. Voilà. Ben, tu sais ça nous fait, Pascal? Oui. Nous que sautis, parce que je vais vous faire profiter d'une vue à couper le souffle du lycée de Balata et on pourra conclure là-haut. Ça te va? Pas de souci, Domi. Ok, ça marche. On y va. Ça y est, vous l'avez compris, malheureusement, on sera obligé de clôturer. Il y a des émissions, me rattraper franchement, il est trop court. Alors, il y a tellement de bagages montrés qu'il ne m'a pas eu temps à passer. Ben, c'était le cas aujourd'hui pour le lycée Balata. Un petit mot à rajouter, Pascal? Ben, j'espère qu'on aura, avec tes images, que les parents de nos futurs élèves seront convaincus de l'outil, des vues qu'ils auront vues et qui vont inciter leurs enfants à venir ici au lycée de Balata pour profiter des infrastructures, des ateliers qu'on a à la pointe de la technologie, si je peux me permettre, et qu'on aura des élèves qui viendront ici à Balata parce qu'ils ont envie d'être de bons professionnels dans le bâtiment et les travaux publics. En plus, je vais rajouter, je suis venu de l'école Balata rien que pour profiter la vue sur ce lac derrière, sur cette magnifique colline qui est derrière nous, les maisons qu'on voit là-haut, ce magnifique gymnase. En fait, finalement, Salis, ça c'est 5 étoiles. J'espère que vous allez tirer quelques enseignements de tout ce qu'on vous a montré et puis surtout qui a été vécu grâce à ces missions qui créent de vocation. En tout cas, on a passé un super moment. N'est-ce pas, Govinski? À bientôt pour nous donner la question. Ciao.